Bienvenue dans notre série Qu'a tué JFK? Aujourd'hui, on va se pencher sur un mystère assez particulier. Un mystère qui nous emmène à Cambridge, en Angleterre. Juste avant le drame de Dallas. Ouais, Hmm. un mystère qui tourne autour d'un simple appel téléphonique, Ah, intéressant. documenté dans un câble officiel, Oui. qui a refait surface des années plus tard grâce à l'Assassination Records Review Board. Incroyable. Donc on est vraiment au cœur des archives. Ouais. Imaginez la scène. Le 22 novembre 1963. D'accord. Le monde ignore encore toute la tragédie qui se joue à Dallas. Hmm. Et pourtant, à Cambridge, Oui. un journaliste du Cambridge News reçoit un appel pour le moins étrange. L'appelant lui intime de contacter l'ambassade américaine à Londres, Ah, bon. en mentionnant une grande nouvelle. D'accord. Puis silence radio. Eh bien. Le correspondant raccroche, sans laisser plus d'explications. Mystérieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, le mystère, c'est que cet appel a été passé à 18h récent en GMT. Soit 37 minutes avant même que la nouvelle de l'assassinat de JFK ne soit rendue publique. Alors, comment est-ce possible? C'est là toute la question. Ouais. Difficile de croire à un simple canular. Le journaliste en question était considéré comme une source fiable. Oui. D'ailleurs, il n'a jamais cherché à exploiter cette histoire par la suite. Ce qui rend la coïncidence encore plus troublante. Exactement. Si l'appel n'avait rien à voir avec l'assassinat, Oui. pourquoi mentionner l'ambassade américaine? Une question légitime? Oui. Si on part du principe que l'appel est bien lié à l'assassinat, Oui. ça soulève une autre question encore plus intrigante, qui en Angleterre aurait pu être au courant de l'attentat avant tout le monde. Alors on entre dans le monde du renseignement. On entre dans le monde du renseignement. Un monde d'ombre et de secrets. Exactement. Est-ce qu'une agence aurait pu intercepter des communications annonçant l'attentat? C'est une hypothèse qu'il faut explorer. Notre document mentionne plusieurs bases militaires et installations de renseignement actives dans la région de Cambridge à cette époque. Alors parlons du GCHQ, Le JCHQ? le quartier général des communications du gouvernement britannique. Oui, Ils étaient responsables du renseignement électromagnétique. C'est bien ça. exactement, Kaka. Le GCHQ collectait et analysait des signaux de communication du monde entier. Imaginez, des milliers de messages interceptés chaque jour. Ils auraient donc pu tomber sur des communications liées à l'attentat. C'est possible, Oui. d'autant plus que le GCHQ travaillait en étroite collaboration avec leurs homologues américains, notamment la NSA. Et la NSA était déjà présente en Angleterre en 1963, Oui. Ah oui. notamment avec Menwith Hill, D'accord. une base d'écoute située dans le Yorkshire. Ah. C'est là qu'on entre dans le domaine du système de surveillance échelon. Échelon, c'est un nom qui revient souvent dans les théories du complot. Oui. Pouvons-nous en dire plus? C'est un système de surveillance mondiale qui permettait aux pays anglophones, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, d'intercepter des communications à grande échelle. Donc Menwith Hill captait les informations. Oui. Échelon les analysait et le GCHQ pouvait potentiellement transmettre les éléments importants. Exactement. D'accord. Bien sûr, l'existence d'échelons n'a jamais été officiellement confirmée. Hmm. Mais de nombreux experts accordent à dire que ce système était bel et bien opérationnel dès les années 60. Ce qui signifie que l'appel de Cambridge pourrait être le résultat d'une information glanée par la NSA à Menwith Hill, Oui. puis transmise au GCHQ. C'est une pièce. D'accord. Mais n'oublions pas les autres agences présentes dans la région, comme la RAF Kirk Newton, Oui. la RAF Chicksand, la RAF Molesworth, Oui. toutes impliquées dans des opérations de renseignement. On parle d'un véritable réseau d'espionnage digne d'un roman de Jean le Carré. Absolument. D'ailleurs, le document mentionne aussi Cambridge University. Oui. Quel est le lien avec l'assassinat de JFK? Cambridge était et est toujours un lieu de recrutement privilégié pour les services secrets. Autant pour le MI6 britannique que pour le KGB soviétique. Un véritable nid d'espions en plein cœur de l'Angleterre. C'est une image qui reflète bien la réalité de l'époque. Oui. L'appel de Cambridge pourrait donc être lié à des activités d'espionnage. Et si on se repenchait sur les individus, Oui. le document mentionne-t-il des noms qui pourraient nous mettre sur la piste de l'appelant? Il y a quelques noms qui méritent notre attention. D'accord. Albert Osborne, par exemple. Oui. Un individu soupçonné d'être un agent de renseignement. Il avait des liens avec Grimsby Oui. et a quitté les États-Unis pour l'Europe peu avant l'assassinat. Intéressant. Oui. Le document suggère que l'appel pourrait provenir de Grimsby, Oui. mais sans apporter de preuves concrètes. Il faut rester prudent. Oui. Osborne est une piste, mais il y en a d'autres. D'accord. Alors, The Phil Trevor Roper, Hugh Trevor Roper. un membre du British Who Killed Kennedy Committee. Oui, un personnage fascinant.
Oui. Trevor Roper avait une expertise particulière, le décryptage de code. Ah oui. Il a travaillé sur ce sujet pendant la Seconde Guerre mondiale D'accord. et était une figure importante à Cambridge. Ce qui signifie qu'il aurait pu avoir accès à des informations confidentielles, voire interceptées. Tout à fait. Il avait aussi des contacts dans les milieux du renseignement. Absolument. Trevor Roper est une piste à ne pas négliger. Oui. Mais comme pour Osborne, il faut creuser davantage pour établir un lien solide avec l'appel de Cambridge. C'est essentiel. On a déjà beaucoup d'éléments à analyser. Oui. Mais avant de plonger plus en profondeur dans ces théories, Oui. j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. D'accord. Quel est le contexte géopolitique de l'époque? Nous sommes en pleine guerre froide. Oui. Les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique sont à leur paroxysme. La crise des missiles de Cuba a eu lieu l'année précédente, en 1962. Le monde entier craint une guerre nucléaire. Dans ce climat de tension extrême, est-il possible que l'appel de Cambridge soit lié à des activités d'espionnage soviétique? C'est une hypothèse à ne pas écarter. D'accord. Le KGB était très actif au Royaume-Uni, notamment à Cambridge. Ils auraient pu être au courant de l'attentat avant qu'il ne soit commis. C'est possible. Ou peut-être cherchait-il à semer la confusion dans l'enquête. On imagine le KGB utilisant un intermédiaire britannique Oui, pour donner plus de poids à une fausse information ou pour brouiller les pistes. exactement, oui. La guerre froide était une guerre de l'information, une guerre de propagande. On a donc plusieurs pistes à explorer. L'affaire Profumo, qui a secoué le gouvernement britannique la même année, la démission du Premier ministre Harold Macmillan, ou encore la défection de l'agent double Kim Philby. Des événements majeurs. Oui, est-ce que l'une de ces pistes vous semble plus plausible que les autres? Pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer. D'accord. On manque d'éléments concrets. On dirait qu'on est face à un véritable casse-tête. Oui. Mais j'ai l'intuition qu'on ne fait qu'effleurer la surface de ce mystère. Vous avez raison. Oui, Le document que nous avons sous les yeux est riche en informations et il nous reste encore beaucoup de terrain à couvrir. on se retrouve très vite pour la suite de notre enquête. Avec plaisir. Restez avec nous. On va continuer notre exploration du contexte de 1963. Oui. N'oublions pas que le document mentionne Grimsby comme un point d'intérêt. Ah oui, c'est vrai. Et il se trouve que le Lincolnshire où se trouve Grimsby abritait plusieurs bases militaires à l'époque. Vous voulez dire qu'il a un lien potentiel entre ces bases et l'appel mystérieux de Cambridge. C'est une piste à explorer. Fascinant. On plonge encore plus profondément dans le monde du secret. Exactement. Ces bases étaient impliquées dans diverses opérations sensibles. Ah, Surveillance des communications, collecte de renseignements et même guerre électronique. la guerre électronique. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Imaginez une guerre invisible où l'on utilise des ondes électromagnétiques pour perturber les systèmes de communication et les radars ennemis. D'accord. Une arme redoutable pendant la guerre froide. Et certaines de ces bases du Lincolnshire étaient spécialisées dans ce genre d'opération. Absolument, la RAF Menwith Hill par exemple était une base d'écoute de la NSA. Oui. Et la RAF Digby était impliquée dans la guerre électronique. Hmm. On peut se demander si l'appel de Cambridge n'était pas une tentative de divulguer des informations sur ces opérations secrètes. C'est une hypothèse audacieuse, En effet, mais qui aurait pu avoir accès à ce genre d'informations et pourquoi choisir de les divulguer de cette manière? il faut se rappeler qu'à cette époque, la peur d'une guerre nucléaire était omniprésente. Oui, bien sûr. Peut-être que Laplan cherchait à alerter le public sur des activités qu'il jugeait dangereuses. Ou peut-être s'agissait-il d'un agent double jouant un jeu encore plus complexe. Tout est possible dans le monde du renseignement. Un agent cherchant à déstabiliser l'un des deux blocs, à semer la discorde. Les motivations des uns et des autres sont souvent troublables, voire contradictoires. Revenons à Albert Osborne. Cet individu suspecté d'être un agent secret et qui avait des liens avec Grimsby, Oui. pourrait-il avoir été en contact avec ses bases militaires? C'est une piste qui mérite d'être approfondie. Oui. Si Osborne était effectivement impliqué dans des opérations de renseignement, il aurait pu avoir accès à des informations confidentielles. Et s'il avait choisi d'utiliser le journaliste du Cambridge News comme intermédiaire pour faire fuiter ces informations? C'est envisageable. Peut-être qu'il ne pouvait pas contacter directement l'ambassade américaine. C'est une possibilité ou peut-être qu'il cherchait à brouiller les pistes. En choisissant un contact apparemment sans lien direct avec le monde du renseignement. Ce qui nous ramène à la question centrale. Quel était le but de cet appel? Oui. S'agissait-il vraiment d'une grande nouvelle liée à l'assassinat de Kennedy? Ou l'appelant avait-il un autre objectif? Difficile de répondre avec certitude. Le document que nous analysons ne nous donne que des bribes d'informations. Il est possible que l'appelant cherchait à manipuler le journaliste, à l'utiliser comme un pion dans un jeu plus vaste.
On se croirait dans un film d'espionnage. Oui. Des agents doubles des opérations secrètes des manipulations, c'est à la fois fascinant et effrayant. La réalité de la guerre froide était souvent plus étrange que la fiction. Oui. Il faut garder à l'esprit que nous n'avons qu'une vision partielle des événements. Bien sûr. De nombreux documents sont encore classifiés. Ce qui signifie que des pièces essentielles du puzzle nous manquent. Exactement. Mais peut-être qu'un jour, ces documents seront déclassifiés. Oui. Et nous permettront de mieux comprendre cet épisode mystérieux. Gardons espoir. En attendant, continuons à explorer les pistes qui s'offrent à nous. Oui. Parlons du Trevor Roper. Oui. Son expertise en décryptage de code le plaçait dans une position unique pour avoir accès à des informations sensibles. Absolument. On peut imaginer qu'il ait pu intercepter des communications cryptées, peut-être même sans le savoir. Oui. Ou peut-être qu'il était au courant d'opérations secrètes menées par les services de renseignement britanniques ou américains. N'oublions pas qu'il était membre du British Who Killed Kennedy Committee. Ah oui, c'est vrai. Ce comité était chargé d'enquêter sur l'assassinat et Trevor Roper avait accès à de nombreux documents et témoignages. Ce qui signifie qu'il aurait pu découvrir des éléments troublants. Oui. Des incohérences, des pistes que les autorités officielles auraient préféré garder secrètes. C'est une hypothèse plausible. Peut-être que l'appel de Cambridge était sa façon d'alerter discrètement l'ambassade américaine sur ses découvertes. Ou peut-être qu'il cherchait à protéger quelqu'un, à éviter un scandale encore plus grand. Encore une fois, les motivations sont difficiles à cerner. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que Trevor Roper avait le savoir-faire et les contacts pour jouer un rôle dans cette affaire. On a donc deux individus, Albert Osborne et Hugh Trevor Roper, qui gravitent autour de ce mystère. Deux profils différents, deux parcours distincts, mais tous deux potentiellement liés au monde du renseignement. Et n'oublions pas le contexte géopolitique de l'époque. Oui. La guerre froide battait son plein. Exactement. Les services secrets occidentaux et soviétiques se livraient une lutte sans merci. Une lutte qui se jouait sur plusieurs terrains, militaire, économique, politique, Oui, et surtout informationnel. l'information était une arme redoutable et les manipulations étaient monnaie courante. Dans ce climat de suspicion généralisée, il est difficile de faire la part des choses entre la vérité et la désinformation. On se retrouve donc avec plus de questions que de réponses, mais c'est justement ce qui rend cette affaire si fascinante. C'est vrai. On est au cœur d'un véritable puzzle, et chaque nouvelle pièce qu'on découvre nous rapproche un peu plus de la vérité, ou du moins d'une certaine version de la vérité. La recherche de la vérité est un chemin semé d'embûches, mais il est important de ne jamais abandonner, Oui. de continuer à questionner, à analyser, à creuser. C'est ce qui nous motive à poursuivre notre enquête. Absolument. Restez avec nous, on vous emmène encore plus loin dans les méandres de l'affaire de l'appel de Cambridge. Bon, on a exploré beaucoup de pistes, hein, des agences de renseignement aux individus suspects en passant par le contexte géopolitique de la guerre froide. Tout à fait. NSF, mais une question demeure. Oui. Quel était le but de cet appel passé à Cambridge, quelques minutes avant l'assassinat de Kennedy? La grande question. L'appelant voulait-il réellement transmettre une grande nouvelle aux journalistes? Oui. Cherchait-il à l'utiliser comme un pion dans un jeu plus vaste? Possible. Voulait-il semer la confusion, manipuler l'opinion publique? C'est une hypothèse. Ou peut-être s'agissait-il d'un avertissement, Ah. une tentative désespérée d'empêcher le drame qui se jouait à Dallas? On peut imaginer qu'un agent double tiraillé entre son devoir et sa conscience Oui. ait choisi cette voie pour alerter les autorités. C'est une hypothèse romantique, mais Merde. qui n'est pas dénuée de fondement. Non? La guerre froide a engendré de nombreux cas d'agents double tiraillés entre des loyautés contradictoires. Et si l'appelant était un individu ordinaire, Oui. un témoin indirect qui aurait eu vent d'informations compromettantes, quelqu'un qui aurait voulu faire éclater la vérité au grand jour, mais qui ne pouvait pas se permettre de se dévoiler. Imaginez un employé d'une de ces bases militaires. Oui. Quelqu'un qui aura intercepté une communication suspecte ou entendu une conversation compromettante. Cette personne aurait pu se sentir obligée d'agir, de prévenir les autorités. Oui. Mais par peur de représailles, elle aurait choisi de passer un appel anonyme, laissant un message énigmatique. Le choix du Cambridge News comme destinataire de cet appel reste un mystère. Pourquoi ce journal local? Y avait-il un lien particulier entre l'appelant et le journaliste? Difficile à dire. Peut-être que l'appelant cherchait justement un média qui ne soit pas directement lié au monde du renseignement. Un média qui ne soulèverait pas les soupçons, mais qui aurait suffisamment d'impact pour que le message soit relayé. C'est possible. Ou peut-être qu'il s'agissait simplement d'un choix arbitraire dicté par le hasard ou par la panique. On peut imaginer l'appelant feuilletant un annuaire téléphonique, cherchant désespérément un moyen de faire entendre sa voix. On est vraiment dans le domaine de la spéculation.
Oui, on se retrouve face à un puzzle dont il manque des pièces essentielles. Malheureusement, oui. Malgré toutes nos analyses, le mystère de l'appel de Cambridge reste entier. C'est la nature même des affaires non résolues. Oui. Il y a toujours une part d'ombre de questions sans réponse de pistes qui se perdent dans le labyrinthe de l'histoire. Mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la recherche de la vérité. Non, bien sûr. Chaque nouvelle information, chaque nouveau témoignage, chaque nouveau document déclassifié Oui. peut nous rapprocher un peu plus de la solution de ce mystère. Il est important de garder à l'esprit que l'histoire est un processus en constante évolution. Notre perception du passé est façonnée par les informations dont nous disposons. Et ces informations sont souvent incomplètes, voire biaisées. C'est ce qui rend l'étude de l'histoire si fascinante, Oui, mais aussi si frustrante. exactement. On est en permanence confronté à des zones d'ombre, des mystères qui nous rappellent les limites de notre savoir. L'appel de Cambridge est un exemple parfait de ces mystères qui continuent de nous hanter. Oui. Un appel bref énigmatique qui pourrait être une simple coïncidence ou la clé d'un complot complexe. On n'a peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, Non. mais l'enquête continue et qui sait peut-être qu'un jour le voile sera levé sur ce mystère qui continue de fasciner les chercheurs et les passionnés d'histoire. Espérons-le. En attendant, vous invite à poursuivre vos propres recherches, à explorer les documents disponibles, à formuler vos propres hypothèses. Oui, L'histoire est un puzzle collectif et chaque contribution peut faire la différence. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du mystère de l'appel de Cambridge. merci à vous. Restez à l'écoute pour d'autres explorations fascinantes dans notre série Kani qui a tué JFK.